Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous nous regardez à la télé, c'est sur Kavi TV, canal 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+, 113 si vous êtes sur le bouquet Star Times. Merci de nous suivre via nos différents réseaux sociaux, Kavi TV. Vous êtes forcément sur Facebook, Kavi Média, sur Instagram, TikTok et notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Également sur notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, la Haute Autorité de la Communication HAC a encore frappé dans une décision rendue publique ce mercredi. L'institution de régulation des médias en République de Guinée a annoncé une forte sanction contre Lamine Guirassi, journaliste et PDG du groupe Adafo Média. Lamine est interdit d'exercer le métier de journaliste jusqu'à nouvel ordre. Selon la HAC, cette mesure disciplinaire est motivée par la diffusion de fausses nouvelles et de fausses consignes, des faits punis conformément aux dispositions des articles 98 et 106 de la loi organique L-2010-02-CNT du 22 juin 2010 apportant liberté de la presse en République de Guinée et celle de l'article 52 de la loi L-2020-0010-AN de juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication HAC. Mais que disent ces articles? La réponse, c'est dans un instant. Le dossier dans l'affaire de la grogne de certains travailleurs de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance ANLCPBG évolue à grande vitesse. Sayon Kouivogui, chef du département de la bonne gouvernance, Mohamed Lamine Souma, analyste au département des relations extérieures, Patrice Sandouno, chef de service du secrétariat central et Souleymane Silla, directeur régional de l'agence à Kindia, arrêtés lors de ce mouvement, se sont présentés ce mercredi devant le procureur de la République après le tribunal de première instance de Kaloum, accompagné de leurs avocats. Si des poursuites judiciaires planent sur leur tête, ils pourraient néanmoins reprendre leurs fonctions respectives et vous allez le comprendre dans un instant. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans continue de s'aimer la terreur dans une grande partie du centre. Ce groupe lié à Al-Qaïda a diffusé ce mercredi 10 juin 2025 des vidéos des soldats de l'armée malienne capturés le 1er juin lors de l'attaque du camp militaire de Boulikessi, région de Douanza, dans le centre du pays. Ces soldats maliens assurent, je le disais, être bien traités et demandent au président de la transition, le général Assimi Goïta, d'agir pour leur libération. D'autres militaires maliens capturés lors de précédentes attaques, et bien que leur nombre précis ne soit pas connu. Un autre acte qui relance la complexité de la question sécuritaire dans le pays. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous rejoindre. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs qui vous accompagnent dans cette émission chaque matin déjà. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lebar. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité. Inscrit à l'ordre du jour, la Haute Autorité de la Communication HAC a de nouveau sévi. Dans une décision rendue publique, je le disais, ce mercredi, l'organe de régulation des médias en République de Guinée a infligé une sanction disciplinaire à Lamine Guirassi, journaliste et PDG du groupe Adafo Média. Il lui est désormais interdit d'exercer le métier de journaliste sur le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Selon la HAC, cette décision repose sur la diffusion de fausses nouvelles et de consignes erronées, des faits jugés contraires à l'éthique journalistique et passibles de sanctions, d'où est partie cette information qui s'est avérée fausse. On suit d'abord ce reportage de Lamarana Baldé de la rédaction politique et on se retrouve derrière. Tout est parti d'un message publié dans la nuit du mardi à mercredi sur le réseau social X. Le post évoquait un séisme de magnitude 7 à Petit Simbaya. Une fausse alerte qui s'est rapidement propagée, relayée dans plusieurs plateformes numériques.
Sur le terrain, aucune secousse ressentie, aucune trace d'un quelconque tremblement de terre. Bon, concernant ça, nous... Tout est parti d'un message publié dans la nuit du mardi à mercredi sur le réseau social X. Le post évoquait un séisme de magnitude 7 à Petit Simbaya. Une fausse alerte qui s'est rapidement propagée, relayée dans plusieurs plateformes numériques. Sur le terrain, aucune secousse ressentie, aucune trace d'un quelconque tremblement de terre. Bon, concernant ça, nous, on n'a rien vu ici, on n'a rien entendu pour le moment. Donc, ceux qui disent ça, c'est des fausses rumeurs. On ne peut pas dire qu'il y a séisme ici, nous, sans notre reconnaissance. Bon, donc, s'il dit ça, on peut dire pour le moment non. Le message est devenu viral, mais tout porte à croire que c'est une fake news. Sur place, les habitants de Petit Simbaya vaquent librement à leurs activités. Comme tout le monde, on s'est réveillé avec cette nouvelle ce matin sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est sur la page du Big Soul, j'ai vu, disant qu'il l'a aussi vu sur la page de Lamine Guirassy et qu'il a essayé de lui rejoindre, mais en vain. Mais qu'il a pu quand même rejoindre Kabadola qui l'a confirmé. Mais loin de là, nous, les citoyens du Nongo Marché qui on n'a rien ressenti. Face à cette fausse alerte, les autorités locales appellent à la prudence. Elhaz Aboubakar Sonko, membre du bureau du dit quartier, exhorte les citoyens à vérifier les informations avant de les partager. De cesser la désinformation avant de se prononcer, d'écouter beaucoup, savoir est-ce que c'est une réalité. Dire quelque chose qui n'est pas une réalité, c'est troubler l'atmosphère, troubler les esprits, mettre les gens en branle dans des inquiétudes, c'est pas normal. Dans un contexte où les rumeurs se propagent rapidement sur les réseaux sociaux, nos interlocuteurs insistent sur le fait qu'il est essentiel de faire preuve de vigilance pour... Aussitôt publiée cette mésinformation, si on peut la qualifier de mésinformation ou d'infox, comme l'a rappelé, la HAC a déjà sévi. Dans sa décision, la Haute Autorité de la Communication évoque les dispositions des articles 98 et 106 de la loi organique L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée. Mohamed Leba, on va aller d'abord avec ces deux articles. Que stipulent ces deux articles évoqués par la Haute Autorité de la Communication, les articles 98 et 106 de la loi organique L/2010/02 du CNT, CNT du 22 juin 2010. Je crois que bien avant d'aller avec ces articles-là, il faut d'abord rappeler, disons, ce tweet, si on peut le dire comme ça, de Lamine Guirassy concernant, disons, cette information aujourd'hui qui, selon la Haute Autorité de la Communication, s'avère fausse. Alors, c'est alerte séisme à Conakry, un tremblement de terre de magnitude 7 vient de frapper la zone de Petit Simbaya à Conakry à l'instant T, annoncé hier par Lamine Guirassy, le PDG du groupe Adafo Média. Alors, vous l'avez rappelé, la décision de la Haute Autorité de la Communication, une Haute Autorité de la Communication qui dit quand même avoir vérifié cette information qui, selon elle, disons, s'avère fausse, c'est-à-dire tout simplement que les nouvelles ou les informations données par le PDG du groupe Adafo Média, selon la Haute Autorité de la Communication, sont fausses. Ce qui, aujourd'hui, selon elle, la HAC, elle assimile ces informations, disons, à une faute professionnelle, et d'où est partie cette décision d'interdire Lamine Guirassy, disons, de l'exercice du métier de journaliste en République de Guinée. Ça a étonné plus d'un, parce que beaucoup se demandaient est-ce que Lamine Guirassy était journaliste ou bien Lamine Guirassy était un simple animateur, parce qu'il y a bien une différence entre les deux. Aujourd'hui, concernant, disons, cette information, nous sommes partis
d'abord quand même rechercher pour savoir réellement c'est quoi un séisme et surtout de magnitude 7. Alors les résultats vont surprendre parce qu'il s'agit d'abord selon, par définition même un séisme de magnitude 7 surtout est considéré comme un tremblement de terre majeur selon l'échelle de Richter. Les séismes sont classés comme suit. Il y a magnitude 7, tremblement de terre majeur causant des dégâts importants aux bâtiments et notamment les infrastructures potentiellement mortelles. Il y a aussi des effets d'un séisme de magnitude 7 qui peuvent inclure notamment des dégâts importants, une rupture de canalisation d'eau et de gaz, de coupure de courant électrique, glissement de terrain et éboulement, tsunami potentiel et si le séisme se produit sur l'océan, et les conséquences peuvent être graves, notamment en termes de pertes en vie humaine et de dégâts matériels. Les régions, sujettes de séisme doivent être préparées et avoir des plans d'urgence en place. Alors, cela quand même a fondé d'une part la décision de la haute autorité de la communication qui a décidé de s'auto-saisir, il faut le rappeler, de s'auto-saisir parce que ce n'est pas une information qui a été donnée par voie de presse. Il s'agit de Twitter qui selon beaucoup aujourd'hui même qui s'appuierait même sur des analyses juridiques et judiciaires que cela ne relèverait pas du champ d'intervention de la haute autorité de la communication. Alors il y a beaucoup quand même d'articles notamment évoqués par la haute autorité de la communication, notamment l'article 98 de la loi de la loi L02. Il y a aussi la loi sur la cybersécurité. Et toutes ces différentes lois aujourd'hui quand même répriment en ce qui concerne ces fausses nouvelles véhiculées et notamment sur les réseaux sociaux et la loi L00D par voie de presse. Alors concernant cette interdiction de la haute autorité de la communication, il faut quand même dire que cela peut être reparti en de plusieurs formes, notamment de forme procédurale. Sur la forme, il faut quand même dire que la question de parler de cette procédure du domaine par rapport à la décision qui a été prise par la haute autorité de la communication peut bien être discutable parce que la loi L00D encadre quand même ce qui ou les infractions qui peuvent être commises par voie de presse. La haute autorité, la loi le confère de s'autosaisir de l'affaire et surtout d'entendre d'abord en première position la personne mise en cause avant d'entrer avant de prendre une quelconque décision. Alors, est-ce que cela a été fait? Pour l'heure, il faut dire qu'on en sait moins parce que selon la décision qui a été rendue publique par la haute autorité de la communication, il n'est mentionné nulle part que la haute autorité de la communication a entendu Lamine Guirassy sur ces différents faits-là. Est-ce que ces informations données par Lamine Guirassy selon la loi L002, c'est-à-dire ce sont de fausses nouvelles, est-ce que ce sont des infractions? Bien entendu oui, selon cette loi ou cet article 98, l'information donnée par Lamine Guirassy est bien assimilable à une infraction et donc passible, même d'une poursuite, devant un tribunal. Mais devant la HAC, cela relève encore une autre question, une autre interrogation par rapport à l'autosaisine de la haute autorité de la communication vis-à-vis de cette nouvelle donnée par le PDG du groupe Adafo Média. Par le PDG du groupe Adafo Média, il faut le rappeler, beaucoup d'articles portant sur le fonctionnement de la haute autorité de la communication et il a déjà rappelé, on a 3 articles qui sont évoqués notamment par la HAC, 3 articles qui ne stipulent pas directement parce que les articles parlent notamment de sanctions pécuniaires. Évidemment. On parle de 500 à 2 millions. Donc le rappel est très important parce qu'il y a d'abord l'article 98, les articles 98, 106
et 52 évoqués par la Haute Autorité de la Communication. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler ces articles pour les auditeurs et téléspectateurs qui aujourd'hui se posent assez de questions? Tu as parlé tout à l'heure du dilemme qui existait entre ces observateurs qui disent attention, est-ce que la HAC a le droit d'aller ci, d'aller là? Sur le compte Twitter du journaliste Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Média, il est mentionné journaliste, animateur. Est-ce que cela permet à la HAC, selon les articles évoqués, de s'autosaisir et de passer à des sanctions allant jusqu'à interdire l'exercice du métier? Est-ce que, selon les articles, c'est pourquoi il est aujourd'hui très important de rester sur les textes de loi. C'est vrai, observation, on peut observer, mais est-ce que dans les textes de loi, il est défini carrément qu'on devait, selon les textes de loi évoqués, les articles évoqués par la HAC, qu'on peut sanctionner, interdire la profession ou l'exercice du métier à un journaliste ou un animateur, parce qu'un animateur, c'est dans le lot des journalistes, c'est vague, c'est comme c'est des démembrements qu'on pourrait comprendre. Mais est-ce que dans ces articles, il est directement évoqué qu'on pourrait interdire l'exercice du métier à un journaliste parce qu'il a diffusé de fausses informations? C'est bien possible, oui, c'est bien possible et ces articles l'indiquent. Je vous ai déjà rappelé que selon ces articles même et au-delà, j'ai même parlé de la loi sur la cybersécurité qui quand même, disons, déclare clairement qu'il s'agit quand même des infractions, disons, passibles d'une poursuite et naturellement la haute autorité de la communication peut s'auto-saisir de l'affaire. Mais maintenant, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de la compétence quand même, disons, territoriale, si on peut le dire comme ça, de la haute autorité de la communication. Parce que l'information qui a été donnée, cette information n'a pas été donnée par voie de presse. Il faut quand même le dire. Ça relève, disons, de l'intervention exclusive, je me dis, de la loi sur la cybersécurité. Est-ce que la loi sur la cybersécurité aujourd'hui, la haute autorité de la communication en a la compétence d'en juger en journaliste? Parce que si Lamine Guirassi, selon, disons, sur son compte Twitter X aujourd'hui, avait diffamé quelqu'un, est-ce que la haute autorité de la communication pouvait s'auto-saisir? Parce qu'il y a des cas similaires qui, quand même, foisonnent aujourd'hui dans le paysage médiatique guinéen. Est-ce que la haute autorité de la communication pouvait s'auto-saisir de l'affaire? Il y en a beaucoup aujourd'hui, quand même, qui restent en suspens. Aller jusqu'à, disons, interdiction, c'est d'exercer le métier des journalistes. Je me dis que selon même ces différentes lois ou ces différents articles cités par la haute autorité de la communication, c'est quand même l'extrême, disons, de la sanction, parce que ça commence d'abord par une sanction pécuniaire et avant même, en dernier ressort ou en dernière position, vient l'interdiction pure et simple de l'exercice du métier de journaliste par la personne mise en cause. Bien, c'est pourquoi nous allons rapidement rappeler d'abord l'article 98 évoqué par la haute autorité de la communication portant sur des infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, de la provocation et de l'apologie. Article 98, ceux qui, sans fondement, sans preuve, par des discours, cris ou menaces dans les lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendu ou distribué, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publiques, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle en ligne, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre des infractions qualifiées de délits de presse, sont passibles d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Si la provocation a été suivie des faits, ils sont punis comme complices. Cette dernière disposition est également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime. Article 98. Article 106, évoqué par la haute autorité de la communication. Toute communication par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler, est punie d'une amende de 500 000 francs guinéens
à 2 millions de francs guinéens. Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation, une amende de 5 millions à 10 millions est infligée à l'auteur. Donc voici les deux articles évoqués par la Haute Autorité de la Communication. On parle là de l'article 98 et l'article 106 de la loi organique L/2010/002 du S/CNT évoqué. Donc c'est déjà compris. Les deux articles aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur est-ce que vous avez rappelé déjà sur le poste du journaliste Lamine Guirassy, on parlait de séisme de magnitude 7, qui après avoir nous-mêmes suivi le reportage proposé par la rédaction, ce qui n'a pas été le cas, vrai, un Fox oui, mais une situation évoquée, est-ce qu'il a été entendu après l'autosaisine dans la décision de la HAC? Cela n'a pas été évoqué dans les jours et semaines à venir. On va voir, est-ce que le nommé sera entendu? Est-ce que la HAC va lever en tout cas un peu le pied? On ne sait pas. Pour le moment, ce sont les dispositions des deux articles, articles 98 et 106 évoqués par la Haute Autorité et de la Communication, Mohamed Leba. Merci pour ces précisions. On tourne de dossier et on y va avec cet autre dossier, le dossier relatif au mouvement de grogne au sein de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, ANLC PBG, et évolue rapidement. On l'a déjà rappelé ce mercredi. Sayonko Ivogui et ses collègues se sont présentés devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, accompagnés de leurs avocats. S'ils restent sous le coup de potentielles poursuites, une issue favorable pourrait leur permettre de reprendre leurs fonctions respectives dans les jours à venir. Yaya Diallo. Oui, justement, tout semble indiquer que des couloirs de négociation sont en cours, pouvant permettre à ces 4 individus accusés de troubles à l'ordre public, puisque c'est de là qu'il s'agit. Vous l'avez rappelé, le responsable du département de la bonne gouvernance et certains responsables de services y afférents ont été conduits au niveau de la police judiciaire, la direction de la police judiciaire, pour ainsi dire, pour justement suite à une plainte portée par le secrétaire exécutif, en l'occurrence Mohamed Berete, qui, il faut le rappeler, a été accusé de mauvaise gestion dans le cadre disons, de cette agence, dans la gestion financière, surtout parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'accusations qui tournaient autour de l'organigramme qui devrait justement prévaloir dans le cadre de l'organisation interne de l'agence. Il se trouve qu'après la retraite de Kindia, il y avait eu un organigramme qui, à l'unanimité, était approuvé et qu'à la surprise générale, cet organigramme n'a pas été pris en compte et finalement, M. Berete aurait maintenu son organigramme à lui. Alors, finalement, et pour beaucoup de raisons aussi, liées à la gestion, parce que nous avons rappelé la fois dernière, c'est 40 milliards dont on parlait, c'est 4 milliards qui devraient justement revenir à l'agence, puisque dans le cadre de recouvrement de l'agence de la lutte contre la corruption, il y a eu 40 milliards qui ont été mobilisés, et au regard de la loi, les 10% devraient revenir à l'agence. Donc les 10% constituaient les 4 milliards dont on essaie, en tout cas au dire de ces contestataires, dont on essaie d'où est parti justement les 4 milliards là. Alors finalement les uns et les autres ont décidé de battre le pavé, parce que c'est de là qu'il s'agit, au sein de l'agence. Je crois que nous avions été alertés. Finalement, il y a M. Berete qui considérait cela comme étant, disons, une offense et plus loin aussi un harcèlement. Et bien finalement, il a décidé de porter plainte contre ces protestateurs-là. Ce qui fut fait, finalement, les uns et les autres ont été interpellés, entendus, et je crois que c'est suite à ça qu'ils ont été dirigés vers l'OTPI de Kaloum. Je crois que le procureur les a entendus pour une première fois. Après cela, ils ont été mis à la disposition de leurs avocats. Parce que suite à ça,
qu'ils ont été rappelés hier pour les entendre, puisque le procureur avait décidé de prendre tout le temps possible pour pouvoir avoir toutes les informations liées à ce dossier-là. Je crois que c'est suite à ça qu'il a rappelé les deux, pour voir justement les quatre, accompagnés de leur avocat. Il faut le rappeler, c'est M. Béavogui qui gère le dossier. Il les a entendus, et bien finalement il a décidé de les accorder une liberté provisoire, tout en les intimant de reprendre le boulot, pour ainsi dire. Et finalement, au besoin, il sera rappelé pour justement finaliser le dossier. Mais juste là, il faut le rappeler, aucune décision judiciaire d'abord n'est tombée d'abord, infirmant ou confirmant les accusations qui pèsent sur les protestateurs. Donc ça veut dire tout simplement que certainement ces protestateurs aussi ont des griefs peut-être qu'ils ont dû porter contre leur secrétaire exécutif. Et c'est ce qui est inquiétant, Diallo. Aujourd'hui, si un procureur vous écoute, vous entend et vous dit de repartir, c'est que forcément, vous l'avez rappelé, il y a des griefs, il y a des choses, parce que entendre l'avocat, et je les lis sur certains sites, il ne veut vraiment pas s'élargir sur le sujet. C'est comme s'il y avait des contraintes. Absolument, il y avait des contraintes. Il n'a pas voulu, pas du tout commenter les contours de cette journée-là. En tout cas, il a juste rappelé effectivement qu'on a mis ses clients à sa disposition. On les a autorisés de reprendre le boulot sans pour autant créer de problème, parce que ça a été quand même mentionné. Allez-y, continuez, on ne veut pas entendre du bruit. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des négociations ou peut-être des engagements dans l'ombre qui ont été pris? Mais tout est qu'aujourd'hui, dès l'instant que l'affaire est judiciarisée, on a besoin de comprendre effectivement ce dont on reproche à ces protestateurs-là. Et plus loin, puisqu'il s'agit de la justice, on porte des accusations assez graves sur la gestion de l'agence. Ce qui d'autant plus doit interpeller les autorités. Absolument. On parle de 4 milliards là. On parle de 4 milliards. Au-delà du remaniement ou des changements qu'il voulait effectuer. Justement, au-delà des changements qu'il voulait, des changements unilatéraux qu'il a bien voulu justement opérer, mais il y avait aussi une menace de réduire le personnel. Je crois que c'est ce qui avait même amené les uns et les autres d'anticiper pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute une manifestation est l'expression la plus aboutie de l'échec d'une négociation interne. Avec tout simplement qu'on avait interpellé le secrétaire exécutif sur un certain nombre de choses, peut-être qu'il n'a pas voulu entendre raison, et les uns et les autres ont décidé finalement de se faire entendre. Manifester peut-être, c'est au-delà de troubler à l'ordre public. Manifester, c'est aussi attirer l'attention des uns et des autres, notamment les décideurs au plus haut niveau, pour dire attention, il y a des choses qui se passent ici dont on veut justement attirer l'attention des uns et des autres, notamment les plus concernés, pour pouvoir trouver des solutions à l'amiable. Alors jusque-là, nous n'avons pas vu d'abord ou entendu les autorités, notamment la CRIEF, parce que quand on parle de 4 milliards, cela entre automatiquement dans la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et financières. À partir d'1 milliard. À partir d'1 milliard déjà, c'est dans ses compétences. Donc je pense que jusque-là, la CRIEF ne s'est pas saisie du dossier. On n'a pas entendu le procureur très spécial de la CRIEF justement parler de ce sujet-là. On attend de voir, mais tout est-il que c'est vrai que c'est cette contestation qui a provoqué cette arrestation éventuellement, cette affaire judiciaire qui est déclenchée. Mais il y a là une affaire à l'interne qui devrait pouvoir attirer l'attention des uns et des autres. Il s'agit de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption en République de Guinée. Et c'est là-bas. Et la promotion de la bonne gouvernance. Oui. On ne peut pas, je crois qu'il faut qu'on sorte de cela. On ne peut pas, disons, se bypasser cela. Il faut que les uns et les autres puissent s'intéresser de ce qui se passe réellement. Au-delà des accusations de ces employés-là, essayons de savoir. Il faut creuser. Il faut essayer de savoir. Je crois que l'État a des services compétents qui doivent pouvoir justement s'intéresser. C'est vrai que c'est une agence qui est en charge de la corruption, mais quand la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, si on pointe du doigt de cette même agence... Normalement, un client fidèle de la CRIEF. Normalement, la lutte contre la corruption devrait amener des dossiers vers la CRIEF et non le contraire. Oui, c'est un partenaire. Oui. C'est un partenaire de la CRIEF et je pense que, je ne sais pas si c'est au nom de ce partenariat qu'on n'a pas entendu
disons, les magistrats, la CRIEF dans son ensemble. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas vouloir, parce que tout cela, c'est au nom de la refondation. Hein. C'est au nom de la refondation qui consiste à ce qu'on puisse changer un certain nombre de choses. Et je ne pense pas qu'on puisse refonder, disons, les choses dans notre pays ici, sans pour autant qu'on essaye de toucher à tous les niveaux. Parce que refonder aussi, c'est de balayer défense à porte. Oui, et l'atmosphère, il faut le dire, il faut rappeler, ce qui est encore plus important, c'est l'atmosphère qui va régner après la reprise de service de ces cadres. Parce qu'on parle de Sayonko Ivogi, qui est chef du département de la bonne gouvernance. Donc, on voit ça, déjà, on a une idée de ce qui se passe de ce côté. Ouais. Mohamed Lamine Souma, qui est analyste au département des relations extérieures. Ouais. Et on a Patrice Sandouno, qui est chef du secrétariat central. Et Souleymane Silla, qui est directeur régional de l'agence de Kindia. C'est comme les maillons forts de cette agence qui sont plongés dans cette protestation qui, on pourrait dire de part de d'autres, qui maîtrise le fonctionnement de l'agence. Parce que là, quand on parle de quelqu'un, le chef du département de la bonne gouvernance, c'est que forcément, il sait comment engranger de l'argent, des ressources, comment lutter contre la corruption, parce que la bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption. S'il n'y a pas de lutte contre la corruption, on ne peut pas parler de bonne gouvernance. Plus loin, on parle d'un analyste au département des relations extérieures. Donc forcément, ce qui vient de l'extérieur est analysé par celui-là. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations sur ce dossier qu'il faille vraiment répondre. Donc, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas des novices. Hein. Ce sont des gens qui sont très bien imprégnés de la gestion interne de cette agence-là. Et il faut les écouter, il faut crever. Je pense que ce sont des gens qui ont des éléments. Je sais pas, ils ne peuvent pas se lever un bon matin pour dire qu'il y a ça, sans pour autant qu'ils aient des éléments tangibles pouvant justement corroborer un peu leurs accusations. Et je pense que nous sommes dans une situation où on a tendance à un certain niveau de vouloir, au nom de ces relations, je ne sais avec qui, justement mettre au pas toutes les voix qui justement s'élèvent pour dénoncer des pratiques assimilables à la corruption, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Quand on nous parle, disons, d'une destination inconnue de plus de 4 milliards, au niveau de l'agence, ça veut dire tout simplement que ça devrait intéresser les uns et les autres. On doit s'interroger. On doit s'interroger. C'est vrai que c'est des accusations, mais il faut qu'on essaie de s'y interroger. Et ce n'est pas ceux qui ont accusé, c'est des gens qui sont dedans, qui travaillent, qui ont des responsabilités. Et surtout parler de Patrice Sandouno, qui est le chef du secrétariat central. Très bien. Comprenez, le secrétariat central, c'est là où passent tous les dossiers. Là où passent tous les dossiers, disons, c'est le réceptacle même du secrétariat, lui-même, de l'agence, je vais dire, parce que tout passe et repasse. C'est là-bas où on filtre tout. Ça veut dire qu'il est au courant de quelque chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de ces récriminations, au-delà de ces protestations, j'ose croire que ce n'est pas de personnes qui sont légères dans le cadre du partage qui s'élèvent aujourd'hui, parce que c'est là qu'il s'agit dans l'administration. Autre aspect. Quand on n'est pas associé, on s'élève, et quand on est associé, tout va bien. Je pense qu'au-delà, il faut que l'État, à travers ses services, nous avons l'inspection générale de l'État, l'inspection financière de l'État, qui doit pouvoir jouer ce rôle. Nous avons aussi plusieurs services aussi qui pouvaient justement s'y intéresser, notamment la CRIEF. Pourquoi elle somnole? Alors qu'en réalité, l'agence, nous l'avions rappelé ici, dans plusieurs de nos numéros, l'Agence nationale de la lutte contre la corruption est un partenaire, disons, très important à la CRIEF. Et c'est dans ce partenariat-là que ces 4 milliards sont sortis. Parce que ce sont des dossiers, quelquefois, qui sont, disons, glissés au niveau de la CRIEF-là. Ce sont les restournes qui sont légaux aussi, qui reviennent justement à l'agence. Donc, si ces montants-là ne sont pas justement connus de leur destination, je pense qu'il est important, à un certain niveau, qu'on puisse créer et de savoir effectivement ce qui se passe là-dedans. Mohamed Leba, vous avez aussi suivi ce dossier. On se rappelle de l'arrestation de ces 4 cadres de l'agence de lutte contre la corruption. Une journée intense de ce côté, mouvementée s'il faut le rappeler, qui a terminé du côté de la direction de la police judiciaire.
Oui, il faut quand même dire aujourd'hui que c'est une affaire, disons, qui ne semble pas tout de suite toucher son épilogue parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Aujourd'hui, il y a des informations que nous préférons garder à notre niveau d'abord pour voir l'évolution de l'affaire qui est aujourd'hui en passe quand même d'être judiciarisée parce que de la, disons, de la police judiciaire aujourd'hui et puis on est devant le tribunal de première instance de Kaloum qui a quand même la compétence, disons, même territoriale de juger cette affaire. Il faut quand même, disons, attendre d'avoir aujourd'hui toutes les cartes concernant ces différentes accusations-là. Mais ce qu'on ne nous dit pas, comprendre que les uns et les autres qui sont accusés quand même, disons, par un certain vérité pourraient reprendre leur poste, cela quand même suscite beaucoup d'interrogations par rapport à, disons, au déroulement même de l'affaire et surtout aussi de la portée, disons, de ces différentes accusations. Vous savez, le ministère public pour poursuivre à charge et à décharge. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est Bérété qui envoie les gens, disons, devant à la barre, mais ce n'est pas encore impossible que, disons, que le parquet ou que l'inverse se produise, que le parquet retourne sa veste et qu'il arrive à poursuivre, disons, à décharge vis-à-vis de ces personnes accusées et voilà, mettre la main sur l'autre personne qui est derrière la plainte d'une autre façon. Alors on parle moins de la CRIEF, mais vous le savez, concernant la CRIEF, il faut avoir des éléments. Et c'est à la base des éléments qu'on peut enclencher une poursuite judiciaire ou ouvrir même, disons, une information judiciaire touchant à un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, est-ce que la CRIEF, au-delà même de ce partenariat qui pourrait lier l'agence de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance à la Cour de répression des infractions économiques et financières, au-delà même de ce partenariat, est-ce qu'aujourd'hui la CRIEF a tous les éléments? Vous le savez, c'est difficile de se prononcer ou d'aller à la va-vite sur un sujet, surtout concernant une personne, alors qu'on n'a pas tous les éléments possibles. Ça arrive souvent dans beaucoup de dossiers, dans beaucoup d'affaires. Et si cela d'ailleurs même arrive, c'est que le parquet se ridiculise parce que ça va être très difficile de défendre si on n'a pas tous les éléments de preuve. Donc pour l'heure, vous estimez que c'est difficile pour la CRIEF de se saisir de ce dossier parce qu'il y a encore des éléments manquants? Bon, je ne dis pas qu'il y a des éléments manquants, mais je présume qu'il pourrait y avoir des éléments manquants parce que la CRIEF, quand même, on l'a vu à l'œuvre par rapport à beaucoup de dossiers beaucoup plus épineux que celui quand même lié à l'agence de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Donc aujourd'hui, on peut présumer naturellement que la CRIEF, notamment le parquet, n'a pas tous les éléments pour, disons, enclencher une poursuite vis-à-vis de la personne mise en cause dans cette affaire ou par ces quatre aujourd'hui qui ont des ennuis judiciaires avec cette affaire disons, de tout ce que nous savons de l'agence de lutte contre la corruption. C'est vrai, on va pas revenir dessus. Nous savons réellement les griefs aujourd'hui portés par ces quatre personnes, par ces différentes personnes représentées par ces quatre qui sont aujourd'hui, disons, dans les mailles quand même de la justice. C'est vrai que je crois l'affaire est en instruction encore. Ce n'est pas arrivé devant la juridiction de jugement, mais tout porte à croire quand même que aujourd'hui l'affaire serait vide. Je dis bien serait vide parce que si ils peuvent reprendre service, c'est là quand même toute la question. Oui, évidemment, c'est là toute la question. On ne peut pas quand même accuser quelqu'un d'avoir fait une malversation à hauteur de 4 milliards et se retrouver après audition libre et reprendre même son service. Les accusations sont graves. Les accusations sont très graves. On parle d'un détournement présumé encore, faut-il le dire, présumé de 4 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, il y a une plainte qui est pendante. L'affaire déjà est transférée du côté du tribunal de première instance de Kaloum, pardon. Ces personnes-là, ces 4 personnes mises en cause ont été sûrement entendues. Qu'est-ce qui a été dit? On n'en sait pas pour le moment, il faut le dire, parce que l'affaire est en instruction. Ce qui reste clair, est-ce que l'affaire va être transférée pour être jugée?
avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est fort possible qu'il y ait un retournement de situation et cela pourrait beaucoup aider à la manifestation de la vérité. Parce que ces personnes-là, si on les écoute, notamment la CRIEF, elle en a la compétence. On parle d'un présumé détournement de 4 milliards de francs guinéens. Elle en a pleinement la compétence aujourd'hui d'ouvrir une information judiciaire, aller au-delà même, disons, repousser ses limites pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà de ce partenariat qui pourrait lier... Un partenariat institutionnel. Institutionnel qui pourrait lier, c'est évidemment, c'est un partenariat institutionnel, c'est connu de tous. On ne confond pas des partenariats non, ce n'est pas cela. Partenariat gagnant-gagnant ou bien, je ne sais pas, intérieur-extérieur, c'est loin de cela. C'est comme si on parlait aujourd'hui de la grâce quand même. C'est peut-être un partenaire de la CRIEF. Peut-être un partenariat qui ne veut pas dire couvrir l'autre. Couvrir l'autre. Donc, au-delà de tout cela, il faut quand même aujourd'hui creuser et écouter ces gens-là, au-delà de toutes les accusations portées à leur encontre. Ils en ont commencé. C'est vrai, peut-être on peut les accuser d'avoir troublé l'ordre public en ce qui concerne cette manifestation spontanée. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faut les écouter. Les autorités, je parle des autorités au plus haut niveau, au plus haut sommet, les écouter et surtout creuser pour savoir réellement de quoi s'agit-il. Parce que ce n'est pas une première fois que cette agence... Mais on nous apprend qu'après des négociations, selon nos confrères de certains sites, qu'après des négociations engagées par la présidence, les manifestants avaient accepté de se rétracter. Mais c'est le secrétaire exécutif qui aurait déposé une plainte contre certains agents identifiés comme meneurs. Oui, donc ça veut dire que c'est profond. Hein. C'est très profond. C'est pourquoi on dit qu'il y a anguille sous roche. Ce n'est pas une première qu'on parle de détournement à l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ce n'est pas une première. Je ne crois même pas que ce soit une deuxième fois qu'on parle disons, d'un présumé détournement de fonds à ce niveau-là au sein de cette agence. Et jamais... l'affaire ou ces affaires-là n'ont prospéré. Il n'y a eu aucune conclusion judiciaire parlant de toutes ces accusations-là. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui en train de couvrir une personne ou un tierce par rapport au détriment même de l'intérêt national? C'est difficile de répondre à cette question, mais aujourd'hui, je crois quand même que tout devrait attirer l'attention des autorités au plus haut sommet, de creuser encore davantage dans cette affaire-là, parce que cela pourrait révéler des non-dits. Il y en a, c'est bien possible qu'il y ait des non-dits dans ces différentes situations-là, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire d'un camp à un autre camp, il faut écouter aujourd'hui tout le monde et savoir réellement tirer une conclusion judiciaire à travers, bien entendu, des enquêtes qui pourraient être ouvertes et surtout par la CRIEF aujourd'hui qui peut bien s'autosaisir de cette affaire qui n'a que trop duré. Cette affaire qui n'a que trop duré. Yaya Diallo, ce qu'il faut encore craindre, c'est les tensions à l'interne. Après la reprise de service de SC4, est-ce qu'on peut dire que le paysage, en tout cas l'atmosphère sera bonne de ce côté? Parce que quelqu'un qui t'indexe nommément de corruption et qui t'accuse nommément de corruption, travailler avec cette personne, est-ce que ça ne va pas comme crisper l'atmosphère de ce côté et bloquer même l'agence nationale de lutte contre la corruption? Il faut aussi craindre. C'est en cela que nous disons que les services compétents doivent s'y intéresser pour mettre fin à cela, confirmer ou infirmer les accusations tout simplement. Je pense que ce qui devrait mettre fin maintenant, les jumelles des uns et des autres, je crois que c'est pas ce qui intéresse la République. Il y a eu des accusations. Je crois que le secrétaire exécutif lui-même a besoin de laver son honneur. Je pense qu'il va pouvoir lui-même coopérer. Au-delà de porter plainte pour séquestration, trouble à l'ordre public et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'aujourd'hui, il devrait lui-même pouvoir aller vers la CRIEF et peut-être donner sa version des faits. C'est vrai que la CRIEF, elle peut être saisie comme elle peut s'auto-saisir du dossier. Et je pense qu'on est à un tournant où ce sont des services quand même. Suivez mon regard, ce sont des services relevant de la présidence et qui sont là, qui sont des fers de lance de cette lutte contre la corruption. Au-delà de la volonté exprimée par le chef de l'État, par le gouvernement ou par la justice guinéenne, il y a des services qui sont désignés à cet effet pour pouvoir justement faire la promotion de la bonne gouvernance, lutter contre la corruption. Alors si ces services-là aussi se baignent dans des situations comme ça, dites-moi comment allons-nous
nous débarrasser de la corruption dans notre pays ici. Et c'est cela qui s'agit aujourd'hui. On en a connu plusieurs cas dans notre pays ici. Ouais. Nous voulons le changement et personne ne veut changer ta façon de faire. Et je pense que c'est quand même... Pourtant, ces services devraient quand même appuyer le président de la transition dans l'exécution de ses attributions constitutionnelles, en assurant notamment le fonctionnement selon le document présenté par la présidence de la République. Ces services devraient appuyer le président de la transition dans l'exécution de ses attributions constitutionnelles, en assurant notamment le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Absolument. Malheureusement, s'il y a grogne de ce côté, c'est que ça ne va pas. Justement, et je crois que c'est hallucinant que nous constatons effectivement ce genre de pratique-là. Et pas qu'au niveau de l'agence, on en sait assez dans plusieurs services où des pratiques comme ça, des pratiques rétrogrades, des pratiques qu'on considérait révolues dans une certaine mesure. Mais malheureusement, on est pleinement là-dedans. Et quand ce sont des services qui sont rattachés à la présidence, je pense que la présidence doit agir en conséquence pour pouvoir situer les uns les autres et éclairer la lanterne de l'opinion publique. Tous ces gens-là qui agissent, que ce soit l'agence, que ce soit la grâce ou l'inspection financière d'État, ce sont des services qui agissent au nom de la Guinée, au nom du peuple de Guinée. Oui, parce que... C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas se tout permettre parce que tout simplement, on a ce qu'on appelle quelques immunités administratives ou institutionnelles de se permettre de tout faire alors qu'on est dans une république et tout le monde est passible des poursuites judiciaires quand on est fautif quelque part. Parce que c'est ce qui devrait prévaloir à tous les niveaux. Mais que faut-il craindre, Mohamed Leba, de ce côté, du côté de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption avec cette atmosphère? Vous savez, à un moment donné de l'histoire, il y a un ministre de la Justice qui avait parlé concernant l'intervention ou soit les affaires traitées par la CRIEF, en disant qu'il y avait des affaires qui empruntaient les escaliers et d'autres, disons, l'ascenseur. Aujourd'hui, ça revient à la même chose au niveau de l'agence. C'est que ça relance sur l'impertinence de l'agence aujourd'hui, sur le rôle qui lui est quand même dévolu, la lutte contre la corruption et surtout la promotion de la bonne gouvernance. Et une agence rattachée directement au président. Évidemment, vous ne pouvez pas être un bel exemple, surtout dans une lutte contre la corruption, alors que vous-même vous êtes accusé de détournement de fonds. Disons, même si c'est là peut-être normal. Vous comprenez, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a une... disons, c'est difficile même à décrire parce que cela même pourrait dépasser l'entendement qu'à chaque fois, c'est-à-dire d'une histoire même très récente de notre pays, que cette agence quand même se retrouve au centre quand même, disons, des cas. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on parle à l'Abbé, c'était la même agence, hein, si je ne me trompe, en tout cas à Moine-Guinée, la même agence était encore accusée de corruption. Une direction de l'agence de lutte contre la corruption. Il y a quelques années, un an, quelques mois ou 2 ans. À Conakry, ici même, je crois c'était il y a juste 1 an ou 2 ans, cette même agence, au sein même de cette agence, il y avait quand même des cris, disons, liés à la corruption, notamment même au détournement de fonds. Ce n'est pas une première, je ne crois même pas que ce soit une deuxième fois. Pourquoi ça continue? Pourquoi ça continue? Je crois que cette grosse interrogation aujourd'hui devrait quand même, disons, attirer l'attention des autorités. Pour savoir aujourd'hui que cette agence-là qui devrait a priori quand même faire peur, surtout en matière de lutte contre la corruption, n'en fait pas aujourd'hui un poids quand même vis-à-vis de ce rôle qui lui est quand même dévolu. Oui. Qu'est-ce que devient cette agence aujourd'hui en matière de lutte? Est-ce que cette agence devient, au-delà même, disons, une agence de lutte, devient un fardeau? Lutte contre la corruption, c'est très beau à entendre. Devient un fardeau ou un autre poids, c'est-à-dire qui aujourd'hui augmente quand même les problèmes, disons, à la présidence de la République en matière de gestion. Vous l'avez rappelé en partie ici que cette agence devrait appuyer le président de la République quand même dans l'exercice ou soit, disons, dans l'exécution de ses missions constitutionnelles. Est-ce que cette agence aujourd'hui est en train de jouer ce rôle-là avec tout ce bruit aujourd'hui
autour. Parce qu'il faut quand même retenir une chose. Les personnes aujourd'hui qui sont en train d'accuser, je ne crois pas qu'elles se soient levées quand même d'un beau matin pour porter ces différentes accusations s'il n'y avait pas quand même des preuves. Vu leur responsabilité même au sein de l'agence. Vu leur responsabilité au sein, disons même de l'agence, c'est vrai, comme il y a l'a rappelé, ça pouvait peut-être marqué par, disons, un mauvais partage, disons, une mauvaise répartition du gâteau à l'interne. Donc tout cela pourrait aujourd'hui amener la CRIEF à s'autosaisir du dossier pour savoir réellement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on en a besoin comme état résultat, comment il faut mener cette enquête-là, il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. D'où est parti ces 4 milliards? C'est très intéressant. Où sont partis ces 4 milliards? Où sont partis? Parce qu'on sait que ce montant a été mobilisé. Oui, mobilisé. Mais après, comment ce montant a pu se volatiliser? Sa gestion, c'est très important. Le montant a servi à quoi? Finalement, le montant a servi à quoi? Je crois qu'au-delà même d'aller à la base d'une hypothèse, on peut bien ouvrir une information judiciaire si des enquêtes même à l'interne d'abord. Parler avec ces personnes qui aujourd'hui accusent l'exécutif de cette agence de tout ce de bruit ou au parfum de corruption ou de détournement, pour savoir réellement qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir, c'est-à-dire quand même participer à la manifestation de la vérité, parce Forcément. que c'est de ça qu'il s'agit. Cela peut se jouer au même moment que l'affaire est pendante devant le tribunal de première instance de Kaloum, que la CRIEF aussi s'autosaisisse du dossier pour creuser, ne serait-ce que pas pour un premier temps, disons, d'aller vite en besogne, mais de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'on nous dise simplement que la CRIEF n'a pas compétence à quand même voir cette affaire au sein de l'agence, parce que seulement l'agence serait, ou aujourd'hui est le fait que l'agence soit rattachée à la présidence de la République. Et plus loin, pas que rattachée, l'agence fait partie des services et organismes spécialisés rattachés à la présidence 1, mais directement au président. Absolument. Absolument. Vous savez, la présidence a un secrétariat général dirigé aujourd'hui par le général Amara. Justement. Pas au secrétariat, rattaché directement au président de la République. Vous avez la chancellerie des ordres nationaux en premier, vous avez la Banque centrale en deuxième, l'inspection générale, et l'agence vient en 4e lieu. Donc ça veut dire que si on doit citer les 5 premières agences ou les 5 premiers services et organismes attachés directement au président de la transition, l'agence de lutte contre la corruption vient en 4e position. Inquiétant. Et c'est une agence très importante pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. On a mis en place la CRIEF, on a mis en place d'autres services. Tout cela, c'est des supports qui pouvaient nous permettre de lutter efficacement contre la corruption. Mais que voulons-nous d'autre? C'est les mêmes pratiques qui continuent. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois que ça ne vaut pas le coup qu'on indexe ou qu'on pointe du doigt sur la CRIEF elle-même qui a des problèmes congénitaux. Je pense qu'il est évident aujourd'hui que le président de la République, puisque c'est lui qui choisit aujourd'hui, ce sont des services directement rattachés au président de la République, pas qu'à la présidence, mais directement au président de la République. Il faut qu'on essaie d'assainir ces services-là pour qu'enfin, que ces services-là puissent être efficaces et s'approprier constitutionnellement de leur mission. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. La corruption continue, et quand ceux qui sont censés de lutter contre la corruption deviennent les plus corrompus, dites-nous comment on peut lutter contre la corruption dans ce pays. Grosse question que nous nous posons ce matin, vous l'avez déjà compris, la pause, et on prendra la direction du Mali pour parler de cette situation sécuritaire très très inquiétante. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel.
Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc Deuxième et dernière partie de cette émission. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes dans votre émission Le Scanner sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Encore moins de 30 minutes à passer ensemble et nous prenons la direction du Mali où la situation sécuritaire inquiète reste extrêmement préoccupante. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda poursuit ses attaques dans le centre du pays. Ce mardi 10 juin, le groupe a publié une vidéo montrant des soldats maliens capturés lors de l'attaque du camp militaire de Boulikessi survenue le 1er juin dans la région de Douanza.
Dans les images, les soldats affirment être correctement traités et appellent le président de la transition, le général Assimi Goïta, à œuvrer pour leur libération. Le nombre exact de militaires, il faut le rappeler, détenus reste pour l'heure inconnu, plusieurs ayant été enlevés lors d'attaques antérieures. Oui, justement, je crois que le GENIM qui continue de semer la terreur dans le nord du pays, le GENIM en collaboration avec le Front pour la libération de la Javad, puisque ce sont deux mouvements djihadistes, il faut le rappeler, mais aussi qui s'entraident dans le cadre de leur lutte, dit-on. Alors, c'est vrai que les arrestations ou les otages continuent de plus belle au niveau du nord du pays. Mais vous vous rappelez effectivement de cette région où il y a eu tout récemment l'arrestation ou la disparition tout au plus de cet acteur de la société civile de Makena, la région de Makena, où il y a eu justement cet enlèvement de cet acteur Haba, qui jusqu'à présent n'a pas été justement retrouvé. Alors, qui restait quand même un très bon négociateur, on l'a appelé comme ça, justement, un homme de conviction. Un médiateur. Un médiateur, c'est le mot, merci. Il y a eu des interprétations, des hypothèses qu'on a soulevées. D'autres pensent que ce sont des bandits aussi qui opèrent, qui profitent de cette instabilité aussi pour s'aimer la terreur aussi de leur façon, qui l'auraient enlevé. Il y a d'autres aussi qui supposent que ce sont les djihadistes aussi qui ne seraient plus contents de lui, en tout cas dans ces agissements de négociation, qui justement qui le considéraient comme un obstacle qui l'aurait enlevé. Alors finalement ce sont les mêmes pratiques qui continuent dans le nord du pays. C'est vrai qu'à un certain niveau les autorités maliennes jubilaient en disant qu'ils ont finalement récupéré la ville de Kidal, qui semblait être une ville très stratégique et très importante pour le Mali. Mais tous est-il qu'aujourd'hui, plusieurs régions, notamment Makena, sont aujourd'hui dans une situation absolument instable. Et ce sont ces djihadistes-là aujourd'hui qui imposent leurs lois. Vous imaginez effectivement que le camp de Mikenesi, si je prononce bien le nom de ce camp-là, qui aurait été pris en otage par ces djihadistes-là, qui ont capturé des soldats. On parlait pour un premier temps de plus de 22 soldats, parce que d'autres ont naturellement perdu la vue, y compris des civils. Ce sont des soldats capturés par le GENIM. Alors finalement, parmi les 22 qui auraient été capturés, il y a 20 qui sont apparus dans les vidéos et qui disent être tout de même bien traités, mais qui demandent à ce que le président Assimi Goïta puisse justement faciliter leur libération. Et vous savez très bien que quand c'est des otages comme ça demande des rançons, quelquefois des échanges avec des prisonniers ou des prisonniers aussi djihadistes aussi qui sont dans les échanges de prisonniers, justement dans les mains des autorités maliennes. Donc il y a tous ces aspects-là qui se posent aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que les FAMA maliens, le groupe Wagner, à un certain niveau, dans leur synergie d'action, ont pu quand même repousser les djihadistes dans le nord du pays. Mais vous savez bien que c'est une zone sahélienne où les djihadistes ont beaucoup plus la maîtrise du terrain que les soldats. Et bien finalement, même les Wagner, certains membres du Wagner sont dans les mains du GENIM. Donc c'est pour autant dire que c'est pas une lutte assez facile pour disons pour les soldats maliens. Alors finalement ça continue, et pas que, puisque ce qui a déclenché un peu cette situation, c'est que c'est ses compatriotes, enfin c'est cet Iranien, cet Iranien qui a été capturé, puis finalement qui se trouve dans les mains du GENIM, de djihadistes pour ainsi dire. C'est ce qui a déclenché un peu disons cette situation. Mais sinon c'est des opérations qui s'est passées disons au niveau du nord du Mali. C'est des civils qui sont capturés, quelquefois c'est des civils qui sont tués par les djihadistes, mais aussi par les soldats, des victimes collatérales de cette situation-là. Mais ça passait inaperçu parce que, voilà, moins médiatisé, on n'en parle pas. Et puis cette fois-ci, ce sont puisqu'il s'agit d'un citoyen iranien, on n'en a fait cas. Et bien finalement, ce sont des mêmes pratiques qui continuent au niveau du Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Vous savez que c'est une
une chaîne. C'est une chaîne. Ce sont les mêmes, c'est le même groupe. Le GENIM, quelquefois, qui réclame la paternité de certaines attaques meurtrières au niveau du Burkina Faso, c'est le même GENIM aussi qui réclame certaines, disons, otages ou certaines captures au niveau du Niger. Et c'est le même GENIM qui a une base très importante au niveau du Mali aussi, qui continue de le faire. C'est à se demander qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on a du mal, premièrement d'abord, à faire la décantation entre le front pour la libération de la Jawad, puisque ce sont des gens quand même l'appellation en dit long assez sur ce qu'ils veulent de la région de la Jawad. Et disons le groupe pour le soutien aux musulmans, à l'islam et aux musulmans, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas essayé de trouver le juste milieu entre ces groupes djihadistes-là, mais aussi l'État malien pour pouvoir justement éviter au peuple malien, parce que c'est le peuple malien aujourd'hui qui paye le lourd tribut de cette confrontation. Vous vous rappelez très bien que la fois dernière, nous le rappelions ici, des civils, une centaine de civils ont été tués par l'armée malienne, confondant justement ces civils-là à des djihadistes. Et c'est très important d'en parler parce qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, si c'est une manipulation, parce que c'est une thèse aujourd'hui qui semble être plausible aujourd'hui, le djihadisme au niveau du nord du Mali, au niveau du Niger, au niveau de Burkina Faso, bref, même à l'international aujourd'hui, c'est une manipulation occidentale. Les djihadistes dont on parle là ont des soutiens, ont leurs ramifications au niveau international. Et je crois qu'il y avait un spécialiste du terrorisme qui le disait ici, aucun groupe terroriste ne peut exister s'il n'a pas le soutien d'un État quelconque. C'est impossible. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de chercher d'où vient les soutiens logistiques, financiers de ces terroristes-là, et qu'enfin que les États puissent justement, au-delà de cette répression aveugle aussi qu'on essaie qu'on tente de faire, et c'est le cas au Burkina Faso, on essaie de confondre des citoyens, des pieds citoyens à des terroristes, et sans pour autant qu'on ait justement tous les éléments pour pouvoir faire la part des choses, et pas finalement on crée des frustrés, et c'est ce qui amène même certains justement de se confondre ou d'aller se livrer à ces terroristes-là, et pourquoi pas constituer des relais complaisants de ces terroristes-là afin de s'aimer la terreur dans ces différents États. Le GENIM qui n'est pas présent qu'au Mali, hein. Il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, tout le Sahel. Le GENIM aujourd'hui quand même qui continue de faire parler de lui. Il y a aujourd'hui des vidéos qu'on ne peut pas se permettre même de diffuser, dont les images sont très choquantes et insoutenables, parce que tout simplement, ce qu'on voit dans ces images-là, certains hommes qui se réclament du GENIM, qui piétinent même des soldats, disons aujourd'hui, cela quand même sort du cadre ordinaire. Il ne peut pas y avoir de terrorisme sans financement, ça c'est impossible, vous ne pouvez pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la composition quand même du GENIM, il n'y a que des jeunes et puis disons locaux qui sont la plupart recrutés quand même pour servir au sein quand même du GENIM aujourd'hui, qui continue de s'aimer la terreur dans le centre du Mali. Cela est une réalité. Il n'y a pas assez longtemps, on parlait de l'attaque je crois, de 30 soldats, de 40 finalement. Aujourd'hui, le nombre ne fait que s'augmenter chaque jour que Dieu fait. C'est des captures par-ci et par-là, ce qui met totalement en chaos aujourd'hui la pertinence quand même, disons, de forces armées de pays voisins. Et ce qui signifie tout simplement encore dans une acception assez large que la lutte contre le djihadisme dans le Sahel, même pas que le Mali, c'est une autre affaire aujourd'hui qui semble quand même échapper de belle, disons, aux autorités quand même du Sahel. On a parlé de Wagner à un moment donné où on pensait quand même que c'était fini. Cette, disons, situation liée au terrorisme quand même, notamment au Mali et puis voilà, aux alentours du Mali avec les frontières
frontière avec le Burkina Faso, le Niger. Et on pensait que c'était fini, mais comme Yaya l'a dit, il y a même des agents de Wagner qui ont été, disons, même capturés. C'est là où on ne comprend pas, parce qu'à un moment, il est très difficile de séparer non seulement des citoyens lambda à ces personnes qui sont des agents, si on peut le dire comme ça, du GENIM. Tout simplement, cela aujourd'hui constitue une autre problématique pour les autorités maliennes dans leur lutte contre le djihadisme quand même au centre et au nord, parce que à un moment donné, c'était le nord. On parlait de Kidal, on parlait d'autres provinces. Aujourd'hui, il y a le centre qui quand même continue de subir la colère du GENIM. Le GENIM qui existe depuis 2017 et qui continue ses différentes frappes. Mars 2017, qui continue quand même ses frappes. Parce que si nous regardons les statistiques aujourd'hui de 2017, en 2023 d'abord, il y a eu beaucoup d'attaques meurtrières quand même, notamment au Burkina Faso, notamment au Niger. Et finalement, le GENIM qui, quand même, disons, est en train de battre ou de créer son véritable foyer au Mali, qui continue de s'installer, parce qu'aujourd'hui, les réclamations, disons, de ce GENIM-là, c'est... disons, en faire parler le GENIM qui a pris la tête, disons, des soulèvements Touareg contre le gouvernement malien en 2012 cherche aujourd'hui à établir, c'est ce que je voulais dire, un État indépendant dans le nord du Mali. Il y a également un chef adjoint qui serait ou qui s'appellerait Amadou Koufa, qui appartient également à la communauté. Disons, les analystes pensent aujourd'hui que cette direction centrale aide à guider les branches locales du GENIM qui s'étendent quand même, des branches qui s'étendent à travers le Sahel, un réseau aujourd'hui connu sous le nom de Katibat. Alors aujourd'hui, c'est un véritable souci, disons, patate chaude entre les mains des autorités, notamment du Sahel, pas qu'une affaire du Mali, parce qu'au-delà des attaques menées aujourd'hui au centre du Mali, il y a la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, la frontière entre le Mali et le Niger, la frontière entre le Mali, c'est-à-dire ces deux pays aujourd'hui. C'est un véritable souci. Comment lutter contre tout cela? Je crois que c'est toute une chaîne. Il faut remonter quand même à cette pente aujourd'hui pour savoir qui sont derrière quand même le financement, en termes de financement, derrière le GENIM, parce que vous ne pouvez pas comprendre les que ces groupes gens-là, armés en général. évidemment, on ne peut pas comprendre que ces gens-là soient quand même constamment ravitaillés en armement, parce que ça ne finit presque pas. C'est une interrogation légitime aujourd'hui. C'est naturel, c'est normal, c'est une réalité. Cela ne devrait échapper à personne. Que c'est une manipulation aujourd'hui quand on parle de terrorisme, quand on parle de djihadisme, c'est une manipulation. Maintenant que cette manipulation relève, c'est-à-dire de l'Occident, c'est une autre question qu'il faille se poser. Mais ce qui reste clair, il y a une manipulation et ces attaques-là continuent quand même d'impacter les populations paisibles, parce que tout simplement, ces populations-là, parfois même, sont prises, disons, à partie par des autorités, notamment par l'armée, tout simplement parce qu'on pense que c'est les membres de ce GENIM dont on parle aujourd'hui qui fait parler de lui, quand même s'étend quand même à des kilomètres au niveau du Sahel. Ouais, au niveau du Sahel. Complexité. Il faut le rappeler, de cette crise sécuritaire au Mali et Diallo, c'est qu'il y a une multiplicité de groupes armés au Mali. On peut tantôt citer des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, d'où le GENIM qui aujourd'hui prend quand même le centre du Mali. Quand on parle du centre du Mali, ce n'est pas que Douenza. Douenza, c'est une petite partie. Il y a Mopti, il y a Ségou aussi qui fait partie du centre du Mali. Mais au-delà de ces groupes armés, il y a aussi des groupes liés à l'État islamique, tu le rappelais, où on parle qui aujourd'hui occupe davantage les frontières maliennes, le Niger, le Burkina Faso. Mais en troisième lieu, il y a ceux qui inquiètent de plus, ce sont les milices communautaires et groupes d'autodéfense. On l'a rappelé ici dans une de nos émissions, qui aujourd'hui aussi sévissent de ce côté, ce qui rend aussi très complexe, très complexe la situation sécuritaire au Mali. Justement, la situation sécuritaire au Mali, elle est
elles partent de deux causes exogènes et endogènes. On l'avait rappelé ici que il y avait eu à un certain niveau, ça ne date pas d'aujourd'hui, où des communautés se battaient liées à une manipulation des fois étatique. Il y a eu des communautés, pour ne pas les citer nommément à un certain niveau, qui sont tombés là-dedans, dans ce piège-là. Pour un premier temps, d'abord, ce sont des inconnus qui sont allés dans des villages d'une communauté pour s'aimer la terreur au nom d'une autre communauté. Et vous savez, les représailles allaient être automatiques. Et bien finalement, ce qui fut fait, et bien finalement, on a dû souffler sur la brèche ethnique. Et bien finalement, ce qui s'est passé, ce sont aujourd'hui des communautés qui se sont constituées à des groupes, à des milices ou des groupes d'autodéfense au nom de leur communauté. Au vu et au su de l'État malien. Et c'est ça, c'est en cela que nous disons ici, c'est la complicité aussi tacite de l'État malien qui n'a pas pu, à un certain niveau, intercepter cette manipulation-là et mettre fin à ces rivalités absolument stériles. Parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Les frustrations sont parties là. Et dès l'instant que l'État malien, qui devrait être l'arbitre neutre de cette situation, avait pris position d'une communauté contre une autre, et bien finalement ça crée ce qu'on appelle de frustration, et certains se sont vus justement légers dans leurs droits, finalement qui se sont constitués en des milices d'autodéfense. Et c'est dans cette situation là que quelquefois même les femmes maliens confondent les djihadistes à ces groupes milices qui se sont constitués en autodéfense pour leur propre sécurité. Et c'est dans ça qu'on essaie de confondre tout le monde. Et dans leur patrouille, on tire sur tout ce qui bouge. Et bien finalement, ça multiplie les frustrations. Et finalement, vous savez très bien qu'en pareille circonstance, quand les djihadistes sont là, ce sont des candidats, disons, potentiels pour pouvoir participer ou appartenir à ces groupes djihadistes-là. C'est comme ça que les groupes djihadistes aussi essaient de recruter pour justement se montrer comme étant les seules alternatives face à cette insécurité, mais aussi l'injustice, cette injustice que subissent ces citoyens-là. Donc tout part de groupes d'autodéfense. Absolument. Il y a eu au Mali, et c'est le cas aussi au Burkina Faso. C'est pourquoi j'ai dit il faut que les gens et les autres réfléchissent, notamment ces États aujourd'hui qui sont secoués par ces groupes djihadistes-là. C'est vrai que c'est une réalité aujourd'hui. Ce sont des djihadistes aujourd'hui qui sèment la terreur. Mais il faut à un certain niveau des djihadistes aussi manipulés, parce que ce n'est pas des djihadistes comme on entend ici, ce sont quelquefois aussi des Maliens qui sont aujourd'hui considérés comme des terroristes. Et la question qu'il faut se poser, comment se fait-il que des gens qui hier n'étaient pas terroristes sont devenus finalement des terroristes? Comment ces gens-là ont pu finalement devenir des terroristes, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, c'est le rôle de l'État malien, et c'est le rôle de ces différents États-là de chercher qu'est-ce qui expliquerait effectivement l'enrôlement massif de ces gens-là dans ces groupes djihadistes-là. Et ce sont ces gens aujourd'hui qui reviennent contre leur propre État. Qu'est-ce qui fait cela? C'est les frustrations, c'est l'injustice, c'est l'insécurité. Et je pense que là, c'est la responsabilité de l'État malien, à travers ses services compétents, pouvant justement garantir cette unité-là. Et pour garantir cette unité-là, il faut que l'État lui-même cesse d'être complaisant, partial, vis-à-vis de cette situation qui se passe dans ces États-là. On ne peut pas être un État et prendre position quand il s'agit de situations comme ça. Là, c'est ce qui apparemment envenime la situation au niveau de Mali. Nous avons vu ce qui se passe là. Des civils qu'on a confondus à des terroristes ou à des djihadistes, qu'on a soumis à des tortures atroces, et finalement mort en est suivi. Et quand ce sont des choses qui continuent comme ça, et bien finalement ça crée ce qu'on appelle la frustration, et ce qui fait qu'aujourd'hui l'État malien a du mal à faire la part des choses entre les djihadistes et ceux qui sont devenus des terroristes par nécessité, il faut le rappeler. Et je pense que c'est important qu'on essaie de mettre tout cela, et c'est pourquoi il y avait un grand observateur de cette situation, secrétaire au Mali, qui avait dit ici c'est une situation aujourd'hui un piège dans lequel aujourd'hui et l'État malien et les citoyens maliens à travers les communautés sont tous tombés là-dedans, et finalement aujourd'hui ils se battent dans une dans une obscurité où chacun ne sait pas qui manipule qui. Et aujourd'hui, et l'État malien à travers ses dirigeants et les citoyens aujourd'hui sont tous
vraisemblablement manipulés par des puissances occidentales au nom de l'islam, alors qu'en réalité, la plupart des gens aujourd'hui qui parlent du soutien à l'islam et aux musulmans, c'est des gens qui ne prient pas. Qui ne prient pas. Ouais. De Wagner à African Corps, aujourd'hui, le débat doit être posé. Est-ce que cela relance quand même la capacité de débat sur la capacité de l'armée malienne? L'armée malienne a sécurisé ses propres bases ou son propre terrain. Aujourd'hui, et malgré, elle a dit, malgré la présence de Wagner, ces djihadistes progressent. Après Wagner, on a Africa Corps, on a dit que c'est le nom qui change, mais les objectifs restent les mêmes. Aujourd'hui, est-ce que cela met en doute les capacités de l'armée malienne ou relance le débat sur les capacités de l'armée malienne à sécuriser ses propres populations? Une petite démonstration. Wagner a signé officiellement avec le Mali. Disons, je crois, c'est en 2023. 2023-2025, cela fait 2 ans. Et entre-temps, on parle de plus de 3000 attaques qui ont été menées par ce groupe Jenim au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ça, c'est l'année dernière. Les statistiques de l'année dernière seront quand même les données sur les lieux et les événements des conflits armés. Alors, cela dit aujourd'hui, il y a quand même ces attaques qui sont devenues plus, disons, quand même violentes parce qu'on parle, disons, de plus de 400 soldats qui auraient été tués par, disons, des insurgés depuis le début quand même du mois de mai dans des bases militaires. Vous voyez, ça veut dire tout simplement aujourd'hui, il y a cette non-maîtrise quand même du terrain. Et non seulement par les FAMA, mais aussi par ces étrangers qui quand même aujourd'hui combattent aux côtés des FAMA. Et notamment, on parlait de Wagner. Il y a à un moment donné, cela quand même, des accusations qui pesaient sur Wagner, les éléments de Wagner qui sont accusés de beaucoup quand même d'infractions, si on peut le dire comme ça, notamment de meurtre vis-à-vis même des civils. Donc ça, c'est un autre fait, c'est un autre problème, c'est une autre problématique aujourd'hui dans la lutte contre le djihadisme, que ce soit au centre ou au nord. Concernant le Mali, même pas que le Mali, parce que dans les attaques où disons dans la cartographie de ce groupe-là, le Jenim, on retrouve d'autres pays qui ne sont même pas du Sahel. Il y a un véritable problème parce qu'on parle de Togo, on parle de Bénin. C'est un autre facteur aujourd'hui. Même si c'est dans d'autres cadres. C'est dans d'autres cadres, on parle de cela. Mais c'est que déjà, par rapport à ces différentes revendications, est-ce que c'est le groupe, est-ce que ce n'est pas le groupe? En tout cas, c'est lui qui revendique aujourd'hui de plusieurs attaques menées quand même dans ces différents pays-là. Parlons du Mali. Concernant cette question que vous posez, il y a un véritable souci pour les autorités maliennes. Yahya l'a rappelé, c'est un combat qui aujourd'hui les autorités maliennes sont en train quand même de mener avec, disons, ces djihadistes-là dans le noir, dans l'obscurité totale. Comment sont devenus, c'est-à-dire, ou comment sont recrutés ces gens aujourd'hui qui sont en train de servir dans le Jenim? C'est un véritable interrogatoire qu'il faille se faire, c'est-à-dire s'auto-faire en interrogatoire pour savoir réellement sur quelle piste on est aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Parce que si on s'entretue, c'est-à-dire on se bat entre nous dans une obscurité totale, on ne sait pas qui est en train de manipuler qui, c'est que c'est une guerre sans fin. C'est que c'est une guerre qui est déclenchée et qui n'aura presque pas à toucher réellement à son épilogue parce que tout simplement, ça va continuer parce qu'on ne sait pas qui est l'adversaire, on ne sait pas qui est en train de nourrir. Évidemment, donc c'est un véritable problème aujourd'hui, non seulement concernant la maîtrise du terrain, c'est un autre facteur à part, et aussi l'adversaire qui est en face, on ne sait pas qui c'est. Qui sait, c'est déjà compris et vous l'avez compris, nous sommes aux portes de cette émission, à la fenêtre même de cette émission. Diallo, merci. Merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour l'attention. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, avec d'autres acteurs certainement, sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.